J-Star Radio Show. J-Star Radio Show. Yes, bon allez, l'équipe est déjà bien installée. Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré, J-Star Radio Show. Faire la promotion des cultures urbaines gabonaises, de la musique gabonaise, c'est notre mission, c'est notre sacerdoce et on l'endosse avec plaisir. N'est-ce pas, Solomoni? Toujours. Voilà. Allez, nous sommes vendredi aujourd'hui, dernier numéro de la semaine. Ce soir, de la musique, mais surtout des invités. Est-ce qu'on devrait déjà introduire notre premier invité? Bah ouais. Ben on y va. Olsen est avec nous. Olsen qui est un véritable pionnier, j'ai envie de dire, de la distribution musicale au Gabon, que nous avons l'honneur de recevoir. Le père de la chose. Ah non, en tout cas, non, entre pas autres, père de la peut-être chose. pas le père de la chose, mais voilà. Zang se fâche. Parce qu'il y a eu Zang avant et Disco Timbolo aussi. Il y avait un gars au Studio groupe. Mandarine. Qui est toujours là d'ailleurs. Ouais, Studio Mandarine, entre autres. Il fait attention. On reçoit les sols Faut pas avoir peur. Yeah, On en est tout cas, les derniers, les enfants. enfin, n'ayons pas peur de mots. Tu es de ceux qui ont participé à faire entrer les habitudes de consommation de la musique gabonaise dans une nouvelle ère, en tout cas. Sinon, à démocratiser la... Oui, si on veut, si on doit repartir à l'époque de Dreamline, effectivement, on a fait en sorte que on a participé, on a fait en sorte que les gens puissent consommer plus facilement les CD. Mais il faut avouer qu'on était à la fin. On était à la fin de la consommation des CD, donc c'était peut-être la stratégie adéquate à ce moment-là. Ouais, à la fin. Pourquoi à la fin? Alors que, Dreamline de mémoire, on va dire, on est en 2011, 2012. Oui, je dis à la fin parce qu'à la fin, à l'époque, les CD c'était 10 000, 5 000, 15 000. Ouais, exact. Et tu avais des personnes qui sortaient les CD à cette époque-là qui n'arrivaient plus à vendre beaucoup de CD. Bien sûr. Voilà, parce qu'à 5 000, les gars vendaient 10, 15, 20. C'est vrai que pour trouver un gars qui vendait 100 CD à 5 000, c'était compliqué. C'était compliqué. Si tu n'étais pas, je sais pas moi, Vicos ou à Kenenge. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et donc, on a vu ça, on a constaté ça, alors qu'il y avait toujours un besoin fallait que la musique pénètre toujours dans les foyers et tout ça, machin. Exact. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être mieux, parce qu'en fait, on a constaté aussi que les musiques nigériennes commençaient à vraiment rentrer dans notre marché. Et surtout que les CD se vendaient comme des petits pains, quoi. C'est ça, en fait, qui nous fait le tilt. C'est qu'on se balade de marché, on se rend compte que les CD qu'on achète ici à 1000 francs, c'est des originaux. C'est des vrais CD de P-Square, c'est des vrais CD des originaux qui viennent du Nigeria. Et tu te poses la question, mais si on vend ça ici à 1000 francs, les gars font du bénéfice, mais ils vendent ça à combien là-bas en fait? Et non, mais après recherche, on se rend compte qu'au Nigeria, c'est des trucs qui vendent à 200, 300. Ah, si. Ouais. Mais c'est simple en fait. Quand les gars vont presser, les CD, ils pressent par quantité de dizaines de milliers, centaines de milliers. Ils vont pas presser 1000 CD. Hein. Enfin, même si tu vends ton CD à 300, même si le CD coûte 300, si tu en vends 1 million de copies. Voilà, tranquille. Tu es multimillionnaire, pardon. Tu as 300 millions, tranquillement quoi. Ouais. Tu cibles même pas 1% de la population, donc 0, quelque chose, ça fait 1 million de personnes. Tu as 300 millions comme UND. Donc, on se dit, bon, face à ça, on peut pas rivaliser. Honnêtement, c'est-à-dire que s'il faut, c'est impossible. Donc il faut trouver des mécanismes pour que nous on puisse vendre au moins à 1000 francs. Pour que les mêmes gens qui achètent les CD à 1000 francs, les gens puissent aussi acheter les CD gabonais à 1000 francs. Donc, est-ce que des mémoires comme ça, est-ce que ça marchait? Oui. Est-ce qu'elle a porté ses fruits? Ça marchait, il y a eu des exemples. Il y a eu, tout à l'heure je vous disais qu'il y a eu Koba à l'époque, ça mixait Ghetto Big Vol 1 et Vol 2, qu'on a vendu facilement à plus de 1000 exemplaires en CD. Une époque où pour vendre 10 CD c'était chaud. C'était compliqué. C'est que même tout puissant Koba qu'il était à l'époque, si c'était vendu à 5000 ou à 10 000 comme il vendait, je pense pas qu'on aurait fait ces chiffres-là. Donc voilà. Il n'y a pas que lui, on avait le DVD d'ailleurs, on avait l'album les clips de Gestation 3.5. Toute la carrière. Non, toute la carrière d'ailleurs. Ah d'accord. Du début jusqu'à Gestation 3.5. Ah ça. Et on avait des albums on avait repris les albums de Eben, donc Bavonga, La Fuente et tout ça, qui étaient sortis déjà avant. On avait relancé et sais-toi bien, c'est-à-dire que l'album de La Fuente, le premier et même le deuxième,
datait de, je pense, que 2005, 2007, un truc comme ça. Mais quand on a relancé, ça a encore explosé. C'est-à-dire qu'on a fait des gros chiffres de réédition. Voilà, comme une sorte de réédition, mais on a fait des gros chiffres parce qu'on est descendu. Bon allez, Olsen, on se retrouve. Bon allez, on va te raccompagner avec ce morceau de ADB. Intitulé Matang. Accroché à moi car elle veut la Bon allez, ambiance du vendredi. Enfin, aujourd'hui l'ambiance est particulière parce que ça faisait un bon moment que l'émission n'avait plus été rap le vendredi. Ouais. Très afro, très R&B, très dancehall. Parfois même on bifurque vers la variété. Ouais. C'est souvent ça le but du vendredi, non? Exactement. Et aujourd'hui, là, c'est particulier. Ouais, oui, aujourd'hui, c'est vraiment particulier parce qu'on a l'immense honneur de recevoir Monsieur Simondon. Radio Show. G-Star Radio Show. Tiens, Ken Keys du duo Syndicat des Kaya, puis du bloc des Classiques. Enfin, le bloc des Classiques n'était pas un duo, c'était beaucoup plus un collectif. Véritable témoin de l'histoire du rap au Gabon. Enfin, déjà en tant que témoin, parce que il n'a pas été que rappeur, danseur aussi. Et puis attention, j'ai entendu dire que la Wana et lui on en parlera. Sont peut-être des frères. On en parlera. C'est justement le but de sa présence ici, c'est justement voilà, on va discuter ensemble pour retracer un tout petit peu à la fois l'histoire du rap au Gabon et comment lui justement a traversé ce mouvement-là, comment il l'a vu arriver, comment il a vu grandir et justement comment lui-même il a grandi en tant qu'artiste à travers ce mouvement-là. Alors véritable témoin de l'histoire, mais aussi acteur, hein, puisque voilà, Simondon c'est quoi, c'est deux albums solo et 2 albums avec le groupe Syndicat des Kaya. Un œil sur le pays en 2005, Système d'autodéfense en 2006. Le premier album, c'était quoi déjà là c'est quoi, j'ai le premier album. Oula. Pourtant, Mémorial. Alors que j'ai participé sur le disque, c'est pas possible. Je viens de pécher contre. Rapproche-toi bien du micro, Simon. C'est pas grave. Ouais, voilà, là on t'entend bien. Ça arrive. Donc, Mémorial qui sort en 2013, hein, il me semble, ou 2014. 2014. Juillet. Yeah. Et l'actualité, c'est cet album Moine Bimvein qui sort en 2019. 5 années après, hein, ouais. Ouais, en 2019. Ouais. Yes. Bon, allez, Simon, donc comment tu vas? Comment tu te sens? Moulani, merci beaucoup. Je vais bien. Merci pour l'invite. On est content de te recevoir. Merci. C'est la maison, G-Star, c'est la maison. N'est-ce pas? C'est la maison parce que je suis quand même, je crois, toi et moi, les premiers disques à être distribués quand G-Star a ouvert ses portes. Exactement. C'est historique. Exact. C'est pas à oublier, quoi. Donc, c'est ma maison ici. Donc, bien sûr. Solomoni, je te présente Solomoni. Je sais pas si Bien sûr. Solomoni, j'ai expérimenté Simondon la première fois. Je dis expérimenté parce que c'est vraiment un souvenir qui reste très très dans ma tête. À chaque fois qu'on dit son nom, c'est ce souvenir-là qui vient. C'est sur scène à l'Institut français. Et on va en parler. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a marqué en tout cas. Oui. Très bien, Simondon. Bon, avant même qu'on ne commence l'interview, est-ce que on a une coutume ici, on demande à chacun ce qu'on a écouté cette semaine. Je vais commencer par Solomoni. Solomoni, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Cette semaine. Comme album, comme morceau, enfin l'album qui est le morceau qui est le plus revenu ou l'album qui est le plus revenu. Je vais dire Bontophonie. De Slam Master, non? Oui, je suis repassé encore un peu dessus. Ah ouais? Histoire de réécouter, ouais. Yeah. Bontophonie. Ouais, moi je me suis retapé Tropic City de Léo. Ah, Léo. Ah ouais. Quand même, ouais. Pour moi, c'est en tout cas, on est en. Pour moi, c'est déjà l'album de l'année. Scavenger. Pour moi, c'est déjà l'album de la. Enfin, c'est mon album préféré, en tout cas. Jusqu'en attendant, peut-être qu'un autre sortira, le plus fort, je sais pas, mais en tout cas, c'est déjà mon album préféré. Simondon, quel est le morceau ou l'album que tu as le plus écouté cette semaine? Cette semaine-là, ça va être un peu dur parce que je suis au boulot, quoi. Donc, puis la musique, je l'ai pas, en fait. Est-ce que c'est quelque chose. Tu as gardé cette habitude-là parce que je sais que tu es un grand auditeur
tu es quelqu'un, tu es un véritable mélomane. Est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé, d'écouter de la musique, de découvrir de nouveaux artistes? Je l'ai gardé, mais avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul et beaucoup d'absence. Je suis au boulot, je bosse, tu vois. Est-ce qu'il y a un album en particulier ces derniers temps que tu as vraiment écouté, que tu as saigné? Bon, j'ai beaucoup écouté le morceau de Obiandon et moi, en fait. Le single qu'on a fait, Bissediakou. Très bien. Depuis, c'est un peu ça. Très bien. C'est un des rares. Généralement, les artistes ne s'écoutent pas. Ouais, souvent. C'est particulier, ça. C'est particulier. Ouais, donc, c'est le single que j'ai beaucoup écouté depuis les 3 derniers mois. Je crois, jusqu'à ce que mon casque me lâche, en fait. Parce qu'en fait, après le boulot tous les matins, j'avais ça aux oreilles. Donc, le casque m'a lâché, donc tu vois, du coup, je suis déconnecté de. Simendon, on va entrer de plein pied dans notre entretien. On va commencer par le début. Avant que le hip-hop n'arrive, avant que la culture hip-hop n'arrive au Gabon, pour les jeunes de ton âge, qu'est-ce qui vous réunissait? C'était quoi à l'époque, qu'est-ce qui réunissait les jeunes Gabonais des quartiers populaires? Bon, déjà, je suis des années 70, précisément 76 quand j'arrive au monde. Donc, c'est-à-dire c'est la décennie avant de rentrer dans la décennie des 80. Exact. Donc, quand je grandis, je ne veux pas compter les 70, parce que la décennie 80, c'est la décennie vraiment où tu as vécu, quoi. Oui, là on a commencé on a vécu évidemment à te mouvoir. On a vécu précisément en 83. On était dans les HLM de Gros Bouquin, ce que papa fait gendarme, tout ça. Donc 83, on a vraiment vécu Sydney qui arrivait ici sous le nom de on va dire quoi, il était un envoyé, il était en mission pour la Zulu Nation. Mais à l'époque, j'étais petit, on n'avait pas compris. C'est après qu'on vient comprendre que donc c'était la Zulu Nation qui avait commissionné en fait Sydney. Donc ça veut dire que la breakdance qu'on a connue, moi tout petit que j'étais, les grands frères étant déjà un peu plus âgés, on a connu la breakdance par l'arrivée de Sydney au Gabon. Donc il était peu d'une tournée un peu sous-régionale, un peu centrafricaine. Mais très vite, cette danse-là, ce pôle de hip-hop, très vite a été pratiqué par les plus aînés. Je pense à les Ferdinand, les grands derrière la prison, là, Ferdinand Rostand, les Patrick, les Magna, les Pinto. Mais très vite, ce pôle de hip-hop a été très vite dépassé et oublié. Ce qui veut dire que de 83, 84, 85, 86, quand on est dans les 87, le Gabon a malheureusement souvent subi des influences des influences et des arrivées de mode. C'est-à-dire les cultures, que ce soit de la danse, ça arrive souvent comme un effet de mode et puis très vite, celle qui était là auparavant disparaît, on passe à une autre. Ce qui veut dire que quand la breakdance est arrivée, les plus âgés, qui étaient très âgés à l'époque, qui l'ont dansé, quand on est rentré dans les 87, 88, il y avait ce truc là, Zaïko Langa Langa, tu vois, le Congo RDC qui avait vraiment cerné l'Afrique. Bien sûr. Ça. Donc tu veux dire que même les grands qui avaient dansé, mais qui avaient fait la breakdance, on basculait dans les petits Macambo. C'était très, très étrange. Ils ont basculé, ils étaient très, très lino, polo, de danser sur le Zaïko Langa Langa. Donc ce qui a fait que au Gabon, on a souvent très bien reçu les modes, les cultures. Mais la culture hip-hop par la danse avait été très vite oubliée. Donc les grands qui avaient breaké sont mis à danser sur du Langa Langa Star et Volco Joker, tout ça, les raisons. Moi, je sais de quoi je parle. Ce qui veut dire qu'on était très. C'était vraiment des générations très, très surfeurs. Oui, mais pour toi, le petit garçon que tu étais à l'époque, qu'est-ce qui te faisait vibrer avant que la culture hip-hop n'arrive? Avant qu'elle n'arrive, franchement, Esson, bon, il y a eu quand même, il y a eu la musique africaine qui venait du Congo. Bien sûr. On la découvre à la maison par les parents. C'est quand tu as un papa qui écoute Franco, bien sûr, qui écoute Rochero. C'est des choses qui rentrent dans ton esprit. Tu écoutes ça au salon. Parce que le papa il écoute ça. Bien sûr. Donc je peux te dire c'est comme ça que en fait
que moi je suis un peu bercé par la musique. Et en plus, j'ai des oncles maternels qui étaient très RDC, très haïr. Donc la rumba, qui en avait des vinyles, les frères à ma mère, quoi. Des vinyles de Tepeoki Jazz, de Rochero, de tout ce qui sortait de cette époque-là. Donc c'est ce que j'écoutais. De l'enfance jusqu'à, on va dire, j'ai grandi en connaissant. Même si je n'avais pas la capacité financière de me procurer. Bien sûr, mais il y avait déjà quelque chose qui s'installait. En fait, voilà, donc j'écoutais en fait cette musique-là. Alors, la culture hip-hop, comment elle t'est parvenue? Comment elle est arrivée à toi? Alors, comme si c'était écrit, ça devait revenir. Le hip-hop par la danse qui avait été oublié. Qui avait connu une certaine, je veux dire, une époque où ça avait été lâché par les plus aînés. Parce que même le grand frère dans la maison, il n'était pas plus grand que ceux qui avaient commencé, parce que les Rostand, les Ferdinand, les Pinto, tous ceux qui avaient breaké là, ils n'avaient même pas l'âge de Modanwan. Ils étaient plus âgés, donc c'est eux qui avaient basculé. Donc quand cette époque était passée, 83 jusqu'à 86, parce que quand on parle du groupe, quand on arrive à Ovendo, on trouve encore les Viclair, Viclair Bondo qui ont breaké, les Anani, les Pascal. Donc cette époque-là était passée. Il fut maintenant l'époque où le pôle, l'expression orale était sûrement appelé à arriver. Donc quand nous on quitte le groupe, on arrive à Ovendo en 84. Mais c'est là on arrive à Ovendo et ça break toujours. Ça break. Moi je découvre les Anani, les Viclair, les Jérôme, les Audrey Libizangomo à l'Octra. Ça break. Donc quand on chemine 84, 5, 6, 7 et 8, évidemment, il y a aussi le Zaïko qui est là, qui baisse encore une jeunesse qui est entre les deux. Oui. Les danses urbaines, genre le hip-hop, et qui sont aussi... Exact. C'est un effet de mode. Personne ne veut être en arrière. Exact. Donc, tu veux être un peu à la page, donc il y a ceux qui portent la Lacoste, qui dansent sur du Zaïko Langa Langa, et d'autres qui se permettent encore de se merfer un peu quelque part. Exact. Donc, c'est-à-dire que c'était tellement surfing, ça suit la mode, en fait. Exact. Mais après, arrive fin 88, donc les grandes vacances 88... Pour la rentrée scolaire 88-89, arrive Nga Pierre. Nga Pierre, c'est un Gabonais, Massango, je crois, de père et puis de mère à la fois aussi. Pour nous, Camerounais, je crois que c'est un métis culturel. Donc, il arrive de Paris. C'est là qu'il y a eu un déclic. Moi, dans ma vie de petit garçon que j'étais, tu vois, il arrive fin 88. Il arrive à Ovendo, on était évidemment dans les pavillons de la gendarmerie. Il arrive de Paris avec du matériel. Donc c'est qui Nga Pierre? Nga Pierre, c'est son nom d'état civil. Sinon, dans le monde urbain, la musique, on l'appelait Tommy D. C'est Tommy D qui arrive de Paris. Il a vécu à Épinay-sur-Seine. Tommy, c'est un enfant gabonais qui était né au Gabon et puis il est parti à Paris à 9 ans. C'est là que moi j'ai connu son histoire par le grand frère aussi. Donc c'est ainsi que Tommy arrive. Parce que étant puni par ses grands-parents, parce qu'il vivait avec ses grands-parents, il avait grandi à Épinay-sur-Seine avec ses grands-parents. Sa mère l'avait confié à ses grands-parents. Mais comme il avait tellement vécu le hip-hop qu'il n'allait plus à l'école. Donc les baisses de notes, tout ça, des ratés en moyenne, tout ça. Donc les grands-parents ont appelé le Gabon pour dire que nous, on vous le renvoie parce que là, il suit les Arabes et les Noirs ici, c'est plus bon. C'est ainsi que lui, il avait baigné dans le rap. Dans les prémices. Dans les prémices. Parce que Tommy il a l'âge de Joe Star Kulchen. Super âgé, tu vois. Donc il est de cette génération-là. Donc il a vécu à Paris. Il y a un groupe qu'on appelait IZB. Voilà. Qui était fondé par Angelo Gopé. Angelo Gopé qui aujourd'hui est devenu un grand affairiste, grand manager même de Warner, de Def Jam France, et qui avait créé IZB, qui était d'abord un groupe de rap à la base, et puis IZB s'est développé en organisateur de concerts. D'événements, donc qui ont fait les concerts de Public Enemy dans les années 88, 80 en France, Run DMC, tout le reste. Angelo Gopé, un Mauricien, et son frère Crazy GM. C'est eux qui étaient les fondateurs de IZB. Et Tommy était leur petit un peu moins âgé que peut-être de 2 ans. Donc c'était dans ce groupe-là que Tommy avait grandi à Paris, entre Saint-Ouen et Épinay-sur-Seine. C'est comme ça que Tommy rentre au Gabon, étant puni par ses grands-parents. Il est venu à cette culture-là. Et il n'a pas voulu se défaire du nom IZB parce qu'il en était marqué. Il voulait garder le nom IZB. Donc, arrive au Gabon, refonder un IZB au Gabon à Ovendo. Et donc, c'est pourquoi certains
il y a souvent eu ce débat sur la naissance, ou du moins pas la naissance, mais la venue du hip-hop au Gabon. Certains disent que c'est avec la tournée de Sydney, comme tu mentionnais. Mais d'autres disent qu'effectivement, le hip-hop au Gabon serait arrivé à Ovendo. Le pôle rap, quand on parle du pôle rap, parce que pour être historiquement honnête, comme on dit, le hip-hop, c'est la culture. C'est la culture. Exact. Mais non, normalement, le premier pôle, même quand il est né, quand le hip-hop il est né dans les années 75 aux Bronx, États-Unis, le premier pôle qui a donné existence au hip-hop, c'est la danse. Exact. Et c'est pourquoi, évidemment, que quand Sidney a fait le tour de l'Afrique à l'époque, c'était même pour eux en France, le premier pôle c'était la danse, puisque ce qui a fait que les premiers rappeurs ont été les premiers breakers, premiers danseurs. C'est alternatif en fait. Donc Sidney, ok, d'accord, par le pôle, l'expression corporelle, la danse, bien sûr, que c'était Sidney, mais lorsque le rap, l'expression orale s'est implanté au Gabon. C'est selon moi, quand j'ai vu ça pour ma première fois, c'était avec l'arrivée de Tommy D. Et à l'époque, quand ça arrive, c'est comment, quand les jeunes se sont intéressés par ça, ils se mettent à essayer de rapper, commencer tout ça, comment les parents voient ça? Est-ce que ça avait une mauvaise image? Bon, déjà, avant, pourquoi on parle des parents qui avaient peut-être une idée c'était quand Tommy est arrivé en fin 88. Il est arrivé d'abord dans une caserne de gendarmerie. Donc, exact. On habitait dans des bâtiments. Le nom était bâtiment vert. Tommy était au bâtiment jaune. Il était voisin à YG. Qui était membre du groupe, par la suite deviendra membre du groupe. On peut dire que quand Gapierre est arrivé, tout était un peu isolé. Exact. Parce qu'il arrive et tout, il arrive à Ovendo, il est logé chez le mari à sa mère qui était gendarme. Donc il est dans une chambre, il a amené son matériel. C'est vinyle. Tout se passe d'abord discrètement parce que quand il arrivait, il fallait qu'il check des gars des potentiels qui pouvaient le suivre. Adeptes. Voilà, qui pouvaient le suivre. Des gars que lui, en fait, qui pouvaient, parce qu'il les a initiés au rap. Exact. Ouais. Parce que Tommy finalement, il a initié tout ce monde au rap. Donc, que ce soit celui qu'on appelle aujourd'hui après la Lawana, c'est Tommy qui l'a initié au rap. Tommy qui a initié Wadji au rap. Jusqu'à Emery, il était l'MC. C'est ainsi qu'il les a réunis pour former IZB, qui s'est formé à Ovendo, au camp de gendarmerie nationale. Donc c'est comme ça. C'était isolé, parce que par rapport à votre question, c'était isolé. Exact. Donc avec son matériel qu'il avait apporté, pour la première fois, moi j'ai vu des techniques de platine, DJ, des casques, une mixette. C'était avec Tommy D. Donc les gars répétaient discrètement dans leur chambre. Il n'y a que le parent, c'est-à-dire le mari à la mère de Tommy qui savait qu'il y a un jeune qui est arrivé ici, qui a un matériel ici. Donc on peut pas dire que toute la caserne était au courant. Donc c'était encore isolé. Mais dès que ça commençait au bout des mois, ça commençait à répéter parce qu'il était venu avec le matériel de Paris et il avait cette nostalgie d'en fait de toujours rapper les textes de son groupe de IZB de France. Il les fait rapper les mêmes textes là aux Gabonais ici. Vous voyez un peu? Donc c'était encore isolé et discret. Dès que les gars ont commencé à chercher, à fouiner un peu comment aller dans un club, aller rapper, parce que les clubs étaient connus pour recevoir des danseurs. Exact. La danse, le Pribo. Et donc en fait ça part vraiment d'Ovendo, de là où vous viviez à l'époque, pour finalement se propager dans la capitale. Et donc les mecs partaient d'Ovendo pour Libreville. Pour aller en club au cabaret des artistes. Ok. C'était le seul club qui acceptait ce type de mouvement. C'est le premier club qui avait vu les rappeurs prendre un micro et puis faire un speech. Le premier club. Yeah. Parce que ce club-là était tellement réputé, reconnu, pour avoir eu les premiers gros verts de la Jet Set. C'est vrai qu'il y a eu le Night Fever. Bon, on parlerait d'une époque où c'était disco, funk. Bien sûr. Mais quand le pôle rural est arrivé, c'est le cabaret qui a vu la première fois des rappeurs prendre un micro. Et le cabaret était doté d'un DJ Yannick Chevalier, qui gérait évidemment le club de M. Asselé et Boniface. Donc, c'est l'arrivée d'un gars Pierre. Les gars étaient des anciens grooveurs, les YG, les Dercy, les gars qui faisaient des clubs à l'époque où ça dansait. Quand le rap est arrivé, il fallait qu'ils aient un peu proposer à un DJ, un disquaire de club, que bon voilà, mais il y a quelque chose de nouveau qui nous anime, c'est ça, mais là maintenant c'est ça là. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick Chevalier? Qu'est-ce que tu en penses si on venait faire un petit speech? J'étais aussi curieux, mais c'est quoi ce truc là? Mais venez les gars, venez. Exact. Donc c'est comme ça que
IZB était fondé dans la gendarmerie, donc on peut dire enfant de gendarme, parce que Wadji habitait chez son oncle gendarme, un gars Pierre habitait chez le mari de sa mère qui était gendarme, avec son cousin par alliance Emery, Mondonga, et Dercy était c'était dans la caserne. Donc les gars, pour aller au cabaret, ils annonçaient une nouvelle culture. Mouvance, une nouvelle culture. Les gars s'habillaient, ils portaient des treillis. Okay. Et puis avec la mouvance publique ennemie, bien sûr, avec les casquettes et les bérets. Tout à fait. Donc ils allaient, ils se tapaient des bérets, ils chopaient des bérets à leur père et des treillis. Ils allaient au cabaret pour aller déjà annoncer que voilà un truc. Genre c'est street fight, une musique de la rue qui parle des problèmes et tout ça. Donc c'est comme ça que les gars arrivent au cabaret par l'accueil de Yannick Chevalier qui était DJ de ce club-là. C'est là que pour la première fois, IZB avait rappé un texte les textes que Tommy avait ramenés de Paris. Exact, c'est-à-dire que les mecs n'écrivaient pas encore. Enfin, c'était beaucoup plus par mimétisme. Évidemment. Tommy était nostalgique de Paris, son poussi, IZB, donc il a fait rapper les textes que ces gars de Paris rappaient aux Gabonais. Ce qui a même fait qu'à la longue, les gars ont fini par ne plus se sentir bien dans ça parce que c'était pas leur réalité qu'ils racontaient. Exact. Ce qui a donné un peu plus tard les séparations parce que les gars voulaient raconter les histoires vécues sur le territoire national. Exact. Et voilà. Donc, est-ce que c'est de là vraiment que parle on va pas dire la friction, mais IZB, c'était quoi exactement? Est-ce qu'au départ, est-ce que c'est l'ancêtre des Sia Possi? C'était quoi exactement IZB? Déjà, IZB qui signifiait Incredible Zulu B-Boys. Encore en d'autres termes, intégration des zones banlieusardes par rapport à Paris. Par rapport bien sûr. Donc tu vois que tout ça, IZB était l'ancêtre des CIA Possi criminels. C'est juste de tous les Possi qui... IZB est l'ancêtre. IZB est l'ancêtre au niveau territorial, c'est-à-dire sur le terrain. Parce qu'il y a souvent un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut que les gens le comprennent. Bien sûr. Souvent les gens pensent qu'on parle de IZB comme le premier à avoir... oui, mais sur le terrain, mais on va dire, parce que les gens, souvent, ils veulent amener souvent en fait la question du disque. Bien sûr, ouais. Par rapport à VDA4. Par rapport aussi à... VDA4, bien sûr. C'est aussi des vétérans, c'est des grands. Mais il y a l'histoire qui s'est faite sur le terrain. Sur le terrain. Il y a l'histoire ça veut dire que c'est un peu comme la pratique et la théorie. Exact. D'accord. Sur le terrain, IZB est arrivé. Et je crois que vite et fort évolue encore aussi en France quelque part. Bien sûr. Entre les études et autres, machin. Mais sur le terrain, IZB était arrivé. C'était encore tout embryonnaire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ouais. Après, on va reconnaître que sur la discographie, évidemment, Vito et Fo est arrivé. Bien sûr, bien sûr. Donc, à propos du terrain, c'est important de l'énumérer parce que sur le terrain, il y a des gens qui mettent le train en marche pour que ceux qui devaient arriver après, qui sont arrivés après, évidemment, ont pris ce train en marche. Ça, c'est super important de le lire. Donc, IZB, évidemment, est l'ancêtre même de nous tous. Bien sûr. Si aujourd'hui, moi, je connais le rap, je rappe, c'est parce qu'il y a eu IZB. S'il n'y avait pas IZB, je n'aurais pas rappé. Et il n'y aurait pas eu CIA Possi, il n'y aurait pas eu CIA Possi, il n'y aura pas eu. Ouais. Ça, je vous le dis, c'est sincère, quoi. IZB est l'ancêtre. Très bien. Donc, les premiers... Comment est-ce que tu as vécu justement l'expansion de la culture hip-hop, du rap même au Gabon? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce mouvement parte d'Ovando pour s'étendre dans quasiment tous les Gabon, artères de la capitale librevilloise? Et ensuite tout le Gabon. Est-ce qu'il y a un événement en particulier? Est-ce qu'il y a un média en particulier? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui ont justement été qui ont porté, qui ont exactement, porté exact. Mais ouais, naturellement, lorsqu'une nouvelle culture comme ça s'installe et arrive, c'est tout nouveau aux yeux des gens, aux oreilles des gens, parce que on écoute, on voit. Donc évidemment, ça a naturellement emmené des personnes ou des personnalités ou des médias à s'intéresser. Évidemment, au cabaret des artistes, lorsque les gens ont vu les premiers spectacles, la première montée en scène de 4 gars de IZB à prendre le micro, ça a fait que tous ceux qui étaient gros verts de cette époque-là, parce que je vais être honnête, même si je n'étais pas encore gros vert, je ne pouvais pas faire de fugue à prouver, mais moi, tout ce que je relate, c'est parce que, évidemment, quand les gars revenaient, les gars nous le racontaient, on vivait les répétitions dans la chambre de Tommy, donc tout ça c'est ça rentrait dans ma tête. Et c'est juste en mémoire. Donc, ça, naturellement, fait que tous ceux qui grouvaient à l'époque, qui dansaient,
Parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui vient, ça trouve les gens dans un genre, et dès que ce truc arrive, les gens qui étaient dans un genre veulent quitter ce genre-là pour finalement. Donc, que tous ceux qui dansaient voulaient maintenant rapper, voulaient maintenant rapper. Donc, Cabaret étant un grand club où se retrouvaient tous les jet set man, les groovers, ceux qui venaient de la commune ou bien de Libreville, voyaient qu'il y avait un nouveau. Il y avait quelque chose qui se passait. Évidemment, donc dans la commune, il y a un nouveau groupe aussi qui s'est aussi formé par rapport à ça. Definition Rap, devenu plus tard pour le Coforce. Parce que les groovers se rencontraient au cabaret des artistes. Ils ont vu que quand il y a des gars qui prennent le micro, mais nous, on aimerait prendre le micro. Donc, du coup, dans la commune, un nouveau groupe, un second groupe s'est fondé. Jusqu'à un troisième groupe s'est fondé. Donc, on va dire, la gendarmerie a été IZB, derrière la pédiatrie était Definition Rap, et puis l'ASNI était New Rapper. Le groupe dans lequel était Njassi, à l'époque on l'appelait Stevie D. Voilà, Stevie Wonder, parce que il venait d'un gang qu'on appelait les Wonder. Les Wonder. Donc il y avait Rocky Wonder qui a couru, des jeunes qui a couru. C'était les Wonder. Donc, les Wonder voulaient se convertir maintenant en rap, c'est devenu New Rapper. C'est comme ça. Que de belles anecdotes ce soir, émission particulière, on vous l'a dit, Simando est notre invité et ça fait bien qu'il soit avec nous parce que c'est pas toujours évident que, enfin, chacun a un peu sa version de l'histoire du rap au Gabon et c'est bien qu'on ait celle de Simandon parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été au cœur de la naissance qui a vu ce mouvement arriver, qui l'a vu grandir et qui finalement avec le temps a fini par en devenir acteur. Bon allez, on va aller chercher ce morceau intitulé Big Up dans le deuxième album de ton groupe Syndicat des Kaya que tu formais avec Dom Kruma à qui on fait un gros big up. La chanson est intitulée justement Big Up. Voilà, on s'écoute ça. Qui s'accroche non-stop. Big up, à son people, ceux qui dans le rap tapent. J-Star Radio Show. J-Star Radio Show.